Salut à tous, épisode 5 avec la Lampre Abarth. En fait, c'est un épisode 15 de carrière que nous avions démarré avec Astana pour ensuite assurer une transition de sponsor. Et à ce stade, on est tout auréolé de notre sublime performance sur le Tirreno Adriatico, où ici, on voyait que sur l'étape Rennes au sommet, Fortunato bat Vingegaard et surtout Battistella limite la casse de sorte qu'ensuite Battistella remportera le général. Voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu notre saison, il y a les Strade Bianche sur lesquels malheureusement on n'a pas été en mesure de s'imposer alors que le sponsor nous l'avait demandé à l'issue de la négociation, en raison, évidemment, Pogacar beaucoup trop fort, et puis peut-être qu'à un moment donné je saisis pas ma chance sur cette course-là. Et puis autre objectif, peut-être un petit peu plus facile à satisfaire vis-à-vis du sponsor, c'était, souvenez-vous, Milan-San Remo, avec une victoire de Bettiol sublimement lancée par ses équipiers, ses coéquipiers en tout cas, et donc on s'impose au nez à la barbe de Wout van Aert. Dans cette saison, Ayuso est en stage sur cette période-là, donc vous ne le verrez pas dans cet épisode. Lascano est blessé, vous ne le verrez pas non plus. En revanche, tous les autres protagonistes de l'équipe, je vous les présenterai. Il y a un petit délai depuis le dernier épisode, je vous en dirai 2 mots en toute fin de vidéo, mais tout de suite, commençons par s'immerger dans le jeu et notamment le Tour de Catalogne pour démarrer. Ce Tour de Catalogne, nous y allons quand même avec peu d'ambition, mais tout de même, essayer de figurer le mieux possible, peut-être essayer de prendre une étape. Et j'ai une équipe comme ça qui est orientée autour de Tejada et de Lutsenko, parce que Ayuso est en stage, je l'ai déjà dit par ailleurs, et ce qui va se produire, c'est que on va se retrouver face à quelques équipes qui sont un petit peu mieux organisées que nous et qui sont surtout un petit peu plus fortes. Alors peut-être que l'étape 1 est déjà une occasion pour, je dirais, se servir et prendre cette étape pour laquelle je suis venu en Catalogne. Donc le final n'est absolument pas négatif quand on regarde, que ce soit Canter ou Aranburu peuvent probablement tirer leur épingle du jeu. Les quelques petites difficultés du jour ne sont pas bien difficiles à l'arrivée. Et voilà, on va juste essayer de suivre, de contrôler, vous vérifiez qu'en tout cas tout ça est contrôlé. Pas me brûler, parce que j'ai quand même une équipe qui est orientée autour des leaders, donc c'est-à-dire que c'est une équipe plutôt de, on va dire de grimpeurs ou d'équipiers grimpeurs. Et donc on manque de soutien pour emmener Canter ou Aranburu, mais ils peuvent peut-être arriver à se débrouiller solo. Et donc pas d'échappée significative sur cette étape, un petit peu comme souvent sur ce type d'étape-là. Donc le peloton est trop en forme et il y a plusieurs équipes qui ont intérêt à ce que ça arrive au sprint, même s'ils n'ont pas de sprinter réellement dédié, mais c'est quand même une certaine logique de course que je trouve pas du tout absurde. Voilà, on va basculer dans les 20 derniers bornes vers la ligne d'arrivée. Donc, qu'ai-je fait ? J'ai essayé de me positionner très bêtement, en essayant de ne pas prendre de cassure avec mes leaders, et puis en essayant aussi de demander à certains de travailler pour Aranburu, lequel a Canter dans la roue, mais vous voyez, je suis un peu bloqué. Je suis même plus qu'un peu bloqué, et surtout, Canter ne reste plus beaucoup d'énergie au moment d'essayer d'aller conclure. Par contre, Almeida s'est mêlé à la bataille, a failli s'imposer, et nous, on fait une bien décevante 10e place. C'est Nicolaou qui a gagné. J'ai fait une pause ici pour pouvoir mieux appréhender les positions de chacun à l'arrivée, voilà. Donc, on a quelque part raté une petite occasion. En cette étape 1, on n'a pas pris ce qu'on aurait pu éventuellement espérer prendre. Ça n'est pas très très grave non plus. Il n'y a pas d'objectif sponsor, il n'y a pas de vrai enjeu en Catalogne, autre que d'essayer de se faire plaisir et aussi de prendre de bonnes habitudes et de donner le moral aux coureurs. Parce que le moral, composante importante de PCM, même si des fois c'est un peu nébuleux et qu'on ne comprend pas toujours tout. Alors, l'étape 2, elle, c'est une arrivée en altitude et
comment imaginer que peut-être Almeida ou bien Vingegaard ou bien un des Ineos qui sont présents ne va pas dominer les débats. Ça paraît difficile à envisager. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a Roglic également qui est présent, hein, donc attention. Peut-être Jay Hindley, hein, si Roglic est programmé sur un autre pic de forme. En tout cas, en ce début d'étape, les UAE sont taquins. Ils ont essayé de provoquer une cassure, ils ont roulé très très fort. Non, je rigole. En fait, c'est juste parce qu'ils bossaient à mort pour rattraper l'échappée qui ne leur convenait pas, que la cassure s'est créée avec le reste du peloton. Il suffit qu'il y ait un coureur qui lâche un peu sa position, et des fois ça peut vous provoquer des cassures. Mais en tout cas, c'était amusant d'avoir une petite guéguerre qu'on peut au moins s'inventer dans le narratif en ce début d'étape. Alors, Vingegaard va bien, ouais, ça va tranquille. Il a même pas besoin de demander à ses équipiers de travailler, pour essayer de faire mal à tout le monde, puisque d'autres le font. Alors, écoutez, c'est très simple, on les jugera à l'arrivée. Soit les UAE sont très très forts et Almeida sera à la hauteur du travail de ses équipiers, soit on pourra se moquer. Après, c'est Ineos, même constat. Soit quelqu'un d'Ineos va vraiment briller et déstabiliser Vingegaard, soit, encore une fois, on pourra leur dire que c'est des idiots. Donc, on est toujours dans la même disposition. Egan Bernal est là, Oscar Rodriguez également. Voilà, je ne sais pas tellement qui peut s'élever dans cette étape et qui va prendre comme ça un bon départ dans ce Tour de Catalogne. Alors, ce qui est clair, c'est que on va rentrer là maintenant dans le moment décisif. Puisque passer ce sprint intermédiaire, là après ça va se corser et puis à mon avis ça devrait accélérer pour essayer de décanter un petit peu la situation. Alors allons-y. Donc nous ne sommes pas trop mal placés. Moi j'ai effectué toujours mon petit système pyramidal de protection, comme toujours, je ne change rien. La protection ça marche très très bien sur Pro Cycling Manager. Et puis ensuite, vous voyez, observons que tout de même, la Visma Lease a Bike s'est mise à travailler. Donc c'est quand même une bonne information. Probablement c'était prévu. En tout cas, très bien joué de leur part. Les Ineos commencent déjà à lâcher. Donc on se demande un petit peu pourquoi ils ont bossé. Pareil, les UAE. Il n'y a plus qu'Almeida. Il n'a même pas de soutien à l'avant. Les Bora Hansgrohe, en revanche, sont pas trop mal. Donc peut-être le nombre permettra de rallier l'arrivée dans de bonnes circonstances, dans de bonnes conditions. Et voyez, c'est quand même voilà, Visma Lease a Bike qui est très très bien représenté. Nous, on s'accroche aux branches, ça commence à devenir très très difficile. Je vous le cache pas, Terrara et Lutsenko sont au bord de la rupture. Hein. Celui qui paraît être le mieux aujourd'hui à cause de la forme négative de Lutsenko en cette deuxième étape, c'est Terrara. Donc c'est peut-être lui qui ira chercher le leadership sur ce Tour de Catalogne. Ce sera très très bien ainsi. Et regardez, voilà, on se relaye à l'avant. Et attaque de Vingegaard, suivi par quelques courageux. Mais nous, on n'a pas les moyens, on est obligé de jouer en curseur. Et Vingegaard s'est déjà détaché. Il a quelques poursuivants ici qui tentent une contre-attaque. Alors je me dis que c'est stupide de contre-attaquer à ce moment-là. Mieux vaut y aller en curseur avec le reste de barres que tu as. Regardez. Constat édifiant. Les Bora Hansgrohe n'ont pas été meilleurs que nous. Ils ont lâché. Ensuite, qui a été en mesure de suivre? Personne. Voilà. Ici, je suis avec Kostyu et Simon Yates. Et puis on va commencer quand même à ne plus en pouvoir, donc on va laisser un petit peu s'envoler ces deux-là, et puis Vingegaard a fait le trou depuis bien longtemps. Ce qu'on peut aussi se dire ici, c'est que les UAE sont donc bien des idiots, puisqu'ils ont fait le boulot à un moment donné, et il fallait consommer zéro énergie, il fallait laisser travailler la Visma Lease a Bike. Au moins la Bora, elle a couru comme elle a pu, c'est-à-dire de manière relativement cohérente, même si à l'arrivée, visiblement Roglic et Hindley n'étaient pas à la hauteur. C'est pas grave. Carapace, pareil, rien à dire. IF ne s'est pas impliqué.
Donc très bien. Et puis on pourra... je cherche. Quel est le premier Ineos? Bah c'est Carlos Rodriguez, voilà. Donc là aussi, idiot utile. Ils ont fait le boulot à la place des Visma Lease a Bike. Donc voilà, ben, vous me direz, le cyclisme, c'est ça. Hein. C'est des gens qui roulent alors qu'ils ne devraient pas rouler, et puis d'autres qui ne roulent pas alors qu'ils auraient probablement tout intérêt à rouler. Donc rien de nouveau. Allez, on va passer à l'étape 3. Étape 3 donc, avec l'arrivée fameuse à la Molina. On en parlera juste après l'étape fameuse. En fait, ça remonte à 2014, mais pas avant. Hein. Avant, ça y était jamais hein, sur le Tour de Catalogne. Hein. Mais bon, voilà, très bien, elle est intéressante. Pour nous, c'est un classique des années 2014-2024, on va dire. Enfin, même si elle n'a pas été faite en 2024. Et je vois une opportunité, dès le début, de m'insérer dans l'échappée avec Lutsenko, ce que je pense être plutôt une bonne idée. Parce que s'il se fait emmener dans le final, jusqu'au final, on va dire, par bah voilà, Aleotti, Amitié, Neylands, Biscara, il y a du monde, hein, mine de rien. Et que les Visma Lease a Bike, on va dire, sont un peu dilettantes à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose à faire à la fin, et peut-être une étape à aller chercher. En tout cas, moi qui aime me bercer d'illusions, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Évidemment, les petits sprints intermédiaires sont l'occasion pour ce groupe de se disloquer. Et néanmoins, ouais, Visma lève un peu le pied, ils gèrent leurs 3 minutes là, et puis ça va rester peu ou prou sous cette forme-là pendant un bon moment. Moi, je collabore, mais avec quand même parcimonie, parce que certaines équipes sont doublement représentées à l'avant, alors que nous, on est tout seul. La vérité, c'est qu'il fallait sortir avec quelqu'un. De toute façon, pour que ces échappées-là fonctionnent, il faut pas y aller seul. Et puis là, il y a déjà un premier truc qui m'énerve profondément. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est la fameuse situation de sprint GPM où vous êtes déjà à l'agonie. Par contre, le coureur lambda qui est complètement nulos vis-à-vis des notes de Lutsenko, lui, par contre, il lui reste de quoi sprinter. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, après, vous prenez, je crois que c'est combien là? On va se prendre combien? On va se prendre, je sais pas, aux 30 bornes d'effort solitaire pour arriver à rentrer. Non, j'exagère. 10-15, pas plus. En tout cas, chasse patate, comme on dit, et mon Lutsenko qui a dû consommer énormément de barres jaunes, surtout, c'est ça le problème, ici. C'est pas tellement la barre rouge, elle se reconstitue vite, et puis elle n'est pas nécessaire plus que ça pour pas sprinter. Mais par contre, voilà. Et puis après, dans mon dos, deuxième élément qui fait toujours plaisir, dislocation à nouveau de l'échappée au moment où je suis sur le peloton en train de regarder un peu l'état de Terrara, de Lopez. Ok, donc je me relève, j'ai compris. On n'est pas invité sur cette étape-là. On va caler Lutsenko dans la roue, et puis peut-être qu'au prochain sommet, on essaiera de faire quelque chose avec, peut-être pas avec Lopez ou avec Terrara, mais peut-être plutôt avec Aranburu. On sait jamais. Aranburu, il a 8 minutes de retard. Mouloubran aussi, il a plein de retard. Donc, ça doit passer, non? On doit nous laisser sortir. Non, que nenni. Les Visma Lease a Bike s'accrochent comme des dingos. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais ton attaque, elle n'est pas percutante. Oui, mais enfin, ils mettent un gros train également, hein, donc c'est pas évident de sortir à pleine puissance. Je pense qu'il fallait monter le niveau d'attaque, hein, c'est une évidence. Après coup, voilà, donc on a consommé plusieurs cartouches. J'ai relevé Benito, Canter et Lutsenko. Ils termineront dans le groupe Eto, il n'y a pas de problème. Et puis à l'avant, il y a encore quelque chose de jouable pour soit Terrara, soit le jeune Lopez. Voilà, donc à voir. On va essayer de se battre pour ça. La Molina, c'est un peu plus de 8 km à 6,5% de moyenne. Donc c'est quand même assez jouable. Et puis ensuite, il y a une petite redescente, et puis ça remonte, vous le savez tous, si vous avez joué ce Tour de Catalogne un jour ou l'autre. Et donc, moi, je me retrouve là à voir que Terrara s'épuise, là où Lopez, finalement, semble avoir une super journée, me dit, écoute, on a déjà repris les échappées, ça va sans dire. Ils se sont bien épuisés pour
foutre le coup en l'air à Lutsenko, puis qu'une fois qu'après Lutsenko était plus là, ils se sont effondrés. Ça attaque, c'est assez nerveux ici avec Rodriguez, avec Rubio. Roglic veut pas perdre la roue. Lopez se retrouve quasiment à pas pouvoir jouer réellement sa chance. En fait, tout le monde roule plus ou moins à la même vitesse. Et puis on va arriver tous ensemble. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la montagne que je déteste sur PCM. C'est la montagne que je déteste où tout le monde arrive ensemble. Mais c'est pas la première fois. Hein. Probablement pas la dernière non plus. On a déjà eu ça un grand nombre de fois. En fait, je sature. Je suis en saturation totale vis-à-vis de ces arrivées. Regardez, on va arriver à 27. Il y a 27 coureurs qui sprintent pour la victoire d'étape à la Molina. Ce qui veut dire que techniquement, ça nous arrange, puisque Tejada, il lui restait plus grand-chose. Il était sur la barre jaune. On limite donc la casse, on prend pas d'écart. Mais je crois que j'en peux plus. En fait, j'en peux plus de ces situations-là. Parce que ça me paraît tellement déconnecté de la réalité que en fait c'est un jeu de dupes par ces petites séquences-là. On a l'impression qu'en fait c'est pas vraiment drôle de jouer une étape comme celle-ci. 27 coureurs qui arrivent ensemble, on peut savourer le petit ralenti à droite. Après, statu quo général, grosso modo, il n'y a que Lutsenko qui a tenté un truc qui s'est brûlé, il a dû perdre à peu près 200 places. Je sais, il n'y a pas 200 coureurs, mais voilà. Du coup, je me suis penché un petit peu sur les arrivées à la Molina. Je me suis demandé un petit peu ce qui s'était passé, on va dire, au fil des années, quoi. Donc depuis le 2014, en réalité. Eh bien, quand même, l'essentiel du temps, il n'y a pas 27 coureurs qui arrivent en même temps. Je crois que c'est plutôt clair sur mon tableau. Le pire, c'est 2017, où vous en avez 20 en 15 secondes, mais 20 en 15 secondes. Donc voilà, ça a du mal à passer. Et tiens, ça va pas arranger les choses, ce style d'étape. Alors l'étape 4, donc à présent, de ce Tour de Catalogne, on est sur un profil qui devrait plutôt nous être favorable, puisque ça devrait jouer au sprint, et ça devrait être, normalement, si mes yeux ne me trahissent pas, un sprint descendant. Donc, c'est taillé pour Aranburu. Ça pourrait aussi l'être pour Canter, mais voilà, j'ai décidé, on est en Espagne, j'ai décidé de favoriser Aranburu sur ce coup-là. De toute façon, tout le monde a sa chance à un moment ou à un autre, et simplement, on distribue les bons aux uns et aux autres en fonction aussi de la forme du moment. Et voilà, j'ai décidé de jouer plutôt pour Aranburu malgré le +2 de Canter. L'étape se déroule sans péripéties notoires. Il y a quelques chutes à des moments, mais nous ne sommes pas concernés. On se permet de zoner un petit peu loin dans le peloton pendant un certain temps, parce que ça sert à rien de se mettre aux avant-postes sur un coup comme celui-là, trop tôt. Et on va juste essayer après, peut-être d'imprimer gros rythme dans la dernière difficulté du jour. Vous voyez, avant le GPM de catégorie 2 et 3, pardon. Et puis, c'est ainsi que j'ai demandé à Lopez de faire un effort tout particulier ici, voilà, pour nous mettre dans de bonnes dispositions pour que les échappés puissent, d'une part, être repris, et puis également pour ensuite demander le travail de Lutsenko qui va arriver, mais simplement, voilà, on économise jusqu'au dernier moment. Lutsenko va arriver au bon moment, selon moi, pour ensuite rouler très fort et mettre Canter sur orbite, lequel aura pour mission de permettre à Aranburu de récolter le fruit du travail de l'équipe. Allez, on espère que ça va se passer comme cela. Mouloubran peut décrocher, il n'y a pas de problème, il a fait son job. Et puis, regardez, on n'est pas trop loin de l'arrivée, je pense qu'il faut lancer ici. Canter qui va lancer le sprint. Aranburu à la corde, qui va essayer de passer comme ça. C'est très très serré, on ne sait pas réellement qui va gagner. Ah zut, c'est passé très proche, on a fait deuxième derrière Adria. Mais voilà, je considère que c'était pas forcément un mauvais sprint, c'était pas forcément une mauvaise stratégie, on a juste été pris par quelqu'un sûrement de plus frais, peut-être de plus en forme aussi, donc c'est pas, voilà, un problème particulier.
C'est juste dommage pour Aranburu qui aurait pu ici récolter une victoire de prestige. Si c'était à refaire, je tenterais la même chose. Et puis, au général, stabilisation des choses, toujours Terhara 5e. Étape 6 à présent, donc une opportunité ici de peut-être s'illustrer avec une arrivée au sommet, Loporte. Et en fait, vous avez ce que j'ai en tête, vous vous en doutez bien, parce que d'aucune manière, mon leader pour ce Tour de Catalogne, Harold Terhara, ne pourra rivaliser avec Vingegaard, entre autres, même avec Yates et tout. Hein. Donc, la solution, elle est simple, étant donné que il y a une échappée qui a des chances d'aller au bout. Il faut absolument reprendre l'échappée pour éviter qu'elle prenne trop de champ, puisque là, la Visma, elle contrôle, mais elle contrôle doucement. Elle est prête, à mon avis, à laisser l'étape aux hommes de devant. Donc, voilà, on va s'attacher avec Mouloubran à mettre Lutsenko sur orbite, afin que, lorsque le pourcentage devient un petit peu plus important, on puisse, hop là, partir comme ceci, avec Alexei Lutsenko, le héros de l'année précédente, avec cette équipe Astana à l'époque. Et donc voilà, Lutsenko est parti pour une folle cavalcade. 150 bornes d'échappée peut-être, on verra. Espérons que ce soit couronné de succès. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut revenir le plus vite possible, voilà, au contact des 9 autres hommes. Je pense que le 11e va rentrer, il n'y a pas de problème, mais je voulais pas prendre le risque. Ça va rouler... collaborer tranquille à l'avant. Hein. Moi, je vais collaborer même à 70 en effort relais. Hein, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui peuvent relayer. Attention, il y a 2 lotos Destiny. Donc, il faut être vigilant. On est aussi en train de surveiller donc Gregard, hein, notamment, et là, Vanouk aussi. On va surveiller Aleotti. Parce qu'il est dangereux. Puis on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises au sein même de cette échappée. Si certains sont très très en forme, ils peuvent aller vouloir contester la victoire, ce qui est bien légitime. Vous voyez, environ, je ne sais pas, 70-80 bornes plus tard, l'écart est fait, 9 minutes. Je suis très vigilant au GPM parce que ce serait dommage de tout perdre, notamment perdre donc la victoire d'étape escomptée, à cause d'un mauvais positionnement au GPM, au sprint GPM. On est vigilant également au moment où Aleotti lance le sprint pour le classement par points. Bon, là, il y a beaucoup moins d'enjeux, donc beaucoup moins de coureurs sont, on va dire, concernés. Mais bon, il y en a qui veulent voler les blindes. Attention à Pickering. On va faire gaffe à ce gars-là. Il est capable de grimper, apparemment. Et il faut qu'on s'allie tous. Les 10 doivent s'allier pour ne pas laisser trop de champ à Pickering, mais ça va, ça collabore, pas de problème. Donc moi je collabore aussi. En fait j'ai pris soin d'essayer de collaborer dès le début, que dès que je suis rentré dans l'échappée, pour que personne ne me prenne en grippe, et personne ne se dise qu'il fallait courir contre Lutsenko. Au contraire, on essaye de les amadouer en courant avec eux et en relayant, on va dire, de manière assez généreuse. Parce que si on regarde bien, Lutsenko a +2 de forme du jour, ça met des notes de montagne qui sont quand même supérieures. Hein. Puis alors on parle pas des notes physiques, mais qui sont supérieures à celles des autres coureurs de cette échappée. Donc faut pas faire l'avare quoi et tout foutre en l'air. On va essayer d'être juste voilà, ambitieux et pas à la petite semaine. Vous avez vu, il a suffi que j'aille juste mettre un peu d'effort curseur pour essayer de gérer sans gérer, vous m'avez compris, ce qui se passe dans le peloton, pour que tout de suite il y ait une attaque, c'est bon, on a réagi. Et là maintenant, toute la puissance de la barre jaune qui va s'exprimer dans ce qui suit, c'est-à-dire les 4-5 derniers kilomètres. C'est-à-dire que Lutsenko n'a clairement presque plus de barre rouge, on s'en fout, c'est pour sprinter. Et par contre, en termes de barre jaune, il doit lui en rester nettement plus, conséquence donc de ce que j'évoquais à l'instant, les qualités physiques propres au coureur. Il lui reste beaucoup de barres jaunes. Franchement, le reste de barres vertes, il n'est pas ridicule non plus au niveau de l'endurance. Donc Lutsenko, il peut aller en effort 88 curseurs. Ça, c'est histoire d'éliminer les 2 derniers, hein, Gregard et Pickering, lequel vient de lâcher. Attention, il y a Gregard encore qui s'accroche. Très bon coureur. Se méfier de Jonas Gregard. Et voilà, hop, imperceptiblement,
ça va lâcher. Et après, au moment où ça lâche, par contre, ça veut dire que le mec, il a plus de barre jaune, il a plus de barre rouge. Donc, il n'y a plus qu'à aller en effort très très mesuré. Nous, on fait juste gaffe à en conserver un peu de la barre jaune jusqu'au bout. Et puis, on va pouvoir lever les bras. Et c'est pas dommage. C'est la première, peut-être la seule d'ailleurs, victoire que je vous propose dans cet épisode. Nous sommes venus en Catalogne pour essayer d'être placés d'une part et quand même de remporter une victoire d'étape d'autre part. Donc, pour ce deuxième souhait, c'est bon, il est réalisé. Ensuite, fatalement, le positionnement de Tejada dans le peloton n'était pas optimal, c'est logique. Malgré l'effort curseur que j'ai voulu, en bas de la montée, vous avez vu, mettre à 84 néanmoins, afin de se positionner sans trop se consommer, sachant que j'allais pas revenir avant la fin d'étape de Lutsenko. Donc c'est pour ça il fallait, parce que j'en ai tellement, si vous voulez, j'en ai tellement soupé de subir des attaques et de perdre des courses, juste parce que je m'occupe pendant 15 secondes de ce qui se passe dans le peloton, que j'ai pris ce choix délibéré, quitte à perdre un peu de place au classement avec Tejada, mais de privilégier vraiment l'échappée. Donc au passage, je l'avais pas dit, hein, c'est volontaire, je l'avais pas dit, mais on a l'explication de pourquoi j'ai relevé Lutsenko de manière aussi spectaculaire, non pas à l'étape 4, mais à l'étape 3, après sa tentative d'échapper avortée. Il fallait qu'on prenne beaucoup plus de champ, en fait, au classement, pour qu'on nous laisse tranquille, et pour qu'on puisse participer à une échappée, et quid de mieux que une arrivée au sommet pour Lutsenko. Alors après, au général, Vingegaard conserve bien évidemment, Tejada perd juste une place. Ok, c'est Lenny Martinez qui fait la bonne opération du jour. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qui se passe sur l'étape suivante, mais on n'a plus de pression. Aucune pression, c'est terminé. On va juste essayer de s'amuser désormais. Il reste 2 étapes pour cela, à commencer par cette étape 6 où Aranburu semble faire partie des favoris. Je me décide donc à jouer pour lui, a priori, mais il faut encore attendre les formes du jour. Donc les formes du jour, -1, punaise. Pas de bol. Alors que... Enfin oui, pas de bol, puisque bol, il est sur les Flandriennes, mais blague à part, on a une belle forme pour Mouloubran. Ça, c'est intéressant. Il va falloir l'exploiter, et puis je pense quand même, sur un sprint plat et non pas en descente, Canter sera plus performant. Hein, donc il faut jouer, à mon avis, pour Canter. Attention, alerte, échappée. Si on ne veut pas que l'échappée... Parce que Visma, ils sont généreux, hein, avec les victoires des autres. Du moment que leur victoire, au final, elle est garantie avec Vingegaard, ils sont prêts à laisser les étapes et tout, c'est plutôt sympa. Mais attends, moi je suis pas prêt. Hein. Je suis pas prêt parce qu'on aura possibilité de gagner ici, donc il faut pas du tout laisser tomber et laisser comme ça plus de 6 minutes s'installer très très rapidement dès le début. Donc c'est comme ça que j'ai demandé à certains de rouler. Et puis ensuite... J'ai réduit à Benito, parce qu'il faut quand même que je garde pour le final le trio Lutsenko, Aranburu pour lancer Canter. Et puis je tiens tout de même à ce que Tejada soit économisé. Et on garde Lopez, on ne sait jamais, peut-être pour l'étape 7, quelque chose sera important de sa part, une contribution pour sauver le général de Tejada. Donc à partir de là, Benito, il fait le boulot, hein, le néo-pro. Alvaro, Benito, et du coup, Mouloubran aussi reste un petit peu en réserve, mais j'ai reçu de l'aide. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se consommer trop, parce qu'à partir du moment où on a mis le pied à l'étrier, d'autres équipes nous ont suivis. Et ça, c'est quand même très appréciable. On n'est pas seul à rouler, on a réduit à 1,30 environ. Il y a une première difficulté ici. Je demande à Mouloubran, même si d'autres roulent, hein. Il y a la IF qui a l'air d'avoir des idées derrière la tête, la UAE aussi, qui roule pas mal ici, et puis après... Dans la vraie difficulté du final, vous voyez, petit pourcentage orange-rouge là, on va demander là pour le coup à Mouloubran d'y aller très très fort sur sa barre jaune, voilà, et ensuite à Lutsenko d'enchaîner là encore sur la barre jaune, pas grave, il récupérera. Après il a une semaine de repos, hein, avant le Tour du Pays Basque, donc pas de problème. Carapaz a des fourmis dans les jambes, tiens donc, pour ça qu'on voyait IF qui semblait contribuer, et puis on va comme ça très très calmement aborder les choses, la descente, pour essayer de se mettre dans les meilleures dispositions ensuite dans le final. Vous voyez, quand il reste
moins de 10 bornes, c'est le moment ou jamais, là en l'occurrence moins de 6 au moment où je parle, moins de 5 désormais, c'est le moment de se mettre en ordre de rang, et Lutsenko va faire tout ce qu'il a à faire pour qu'Aranburu ensuite puisse déclencher. Alors, aucune émotion quand quelqu'un démarre à ce moment-là. On va pas du tout oublier notre objectif. Notre objectif, il est très clair. Aranburu qui lance. Et ensuite, Canter à un peu moins d'1 kilomètre. Ça, c'est lié aux échelles sur PCM, parce qu'un sprinter ne lance jamais à 800 mètres, mais plutôt entre 150, on va dire, et 250-300 mètres. Mais bon, voilà, toujours on a l'habitude des échelles, faut pas l'oublier. Tiens, il y aura une petite cassure. Petite cassure pour le général. Il semblerait que Vingegaard va perdre une vingtaine de secondes. Ouais, c'est confirmé. Pas très grave, il aura quand même la victoire finale, mais il a vu son avance fondre un peu. Donc victoire pour Max Canter, conformément au plan envisagé. Toujours 6ème place au général pour Tejada. Et Vingegaard conserve une 19 sur Yates. On termine ici le Tour de Catalogne, étape 7, donc un grand classique, avec la montée de Montjuic 6 fois. Et puis bon, c'est vrai qu'on est relativement rassasié, on a pris 2 victoires là, juste à l'instant. Donc il n'y a pas d'urgence totalement à s'investir plus que ça, même si je le fais légèrement avec Mouloubran et Canter qui roulent un peu en début d'étape pour voir s'il y aurait moyen dans cette première difficulté que l'un de nos coureurs, je pense à Aranburu par exemple, intègre l'échappée, mais non, ça paraît un petit peu loin, et donc voilà, on va pas se tuer non plus à la tâche, il y a d'autres échéances, et je pense que les efforts trop violents et trop répétés, à court intervalle, ont quand même une forme d'impact sur la fatigue, même si peut-être ça n'est qu'une croyance. Voilà, donc je préfère que des mecs comme Tejada ou Lopez gardent leur énergie pour la semaine suivante. Enfin, il y aura une semaine de repos, mais pour le Pays Basque, je préfère que Mouloubran aussi ne se crame pas à ce stade-là, parce qu'on a encore vachement besoin de lui. Pour ce qui est d'Aranburu et Lutsenko, il est important qu'ils gardent eux aussi pas mal d'énergie. J'ai vu que les courbes de fatigue commençaient un petit peu à grimper, donc on va y aller tout doux. Et c'est ainsi que je ne me mêle pas au sprint GPM. Voilà, 3 petits points. Et que dans le dernier tour, on va, après avoir demandé à Tejada de contribuer un peu, à Lopez également, on va essayer tout simplement de quand même se donner les moyens de sprinter avec l'ami Aranburu. On sait jamais, peut-être il y a quand même quelque chose à faire. Vingegaard qui se sent pousser des ailes à l'approche du sommet, c'est ridicule. C'est juste ridicule, voilà. Du coup, il est suivi par Yates, par aussi l'inénarrable Ewen Kosciu. Ewen Kosciu, on a l'impression qu'il a déjà gagné un grand tour. Il est trop fort, le mec. Il est trop fort. Ok, allez, on emmène tranquillement. Kosciu, justement, a l'air de se mêler au sprint pour la victoire. Oui, il va, regardez, être bien plus malin que tout le monde. Il va s'imposer devant Carlos Rodriguez. Et puis nous, on vient faire une petite 3e place qui n'est pas humiliante. Donc voilà, une étape pour pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai fait un résumé relativement bref. Il n'y avait pas des masses à développer sur ce coup-là. Non, alors j'ironisais légèrement sur Ewen Kosciu. Je suis très très conscient que le coureur breton est un vrai espoir du cyclisme, et il faut le respecter pour cela. Mais tout de même, il y a pas mal à dire sur ces jeunes qui sont déjà super forts, français de préférence, super forts dans les bases de données et même dans le jeu en général, qui finalement n'ont pas encore montré réellement qu'ils méritaient un 79 en montagne, des 74, 75 même 76, regardez, en contre-la-montre. Je suis au courant de Paris-Nice, j'ai vu des tas de choses. Je vois bien
qu'il a l'air d'être prometteur. Mais je veux dire que c'est un peu le syndrome que j'appelle Jonathan Hiver, quoi. Comme sur PCM 2011, pour donner un exemple un petit peu plus lointain, où vous avez comme ça des gens qui sont quand même surévalués, et j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont français, voilà. Harold Tejada aura donc quand même accompli quelque chose de joli, 6e place en Catalogne. Je lui avais prévu, son construction de pique était vraiment pour Catalogne, hein, sachant qu'il aura comme Lopez une belle, quand même un beau rôle à jouer aussi en soutien sur le Tour du Pays Basque. Voilà, il y avait des jolies Flandriennes qui se passaient pendant ce Tour de Catalogne. Donc ce que je me propose évidemment, c'est de vous les présenter sans tarder. La classique de Bruges-la-Panne lance très généralement pour moi, à partir du 20-21 mars environ, la série des Flandriennes. Voilà. Et je sais qu'elle est beaucoup moins prisée que celles qui suivent, cela va de soi, mais moi j'y tiens particulièrement et je trouve que c'est toujours l'occasion de se confronter notamment aux meilleurs des sprinters, mais pas que, parce que d'autres scénarios peuvent aussi arriver sur ce type de profil. Zone de vent, on voit que l'adversité est fortement présente, avec notamment la présence de Mathieu Van Der Poel, et ça oblige à courir vraiment en équipe. Alors il faut quand même avouer que nous sommes assez malheureux sur le plan des formes du jour, puisqu'on a quand même des -3, on a tout le monde en négatif en fait, hein, à part Fedorov. Mais Fedorov, ça va pas être réellement son terrain, ce type de classique tout de même, à part peut-être un départ en gros costaud à quelques kilomètres de la fin, mais c'est pas tout à fait ce vers quoi je m'oriente. Et Fedorov aurait encore besoin de progresser pour pouvoir faire ce genre de choses. Un peu dans l'image d'un Kasper Asgreen, qui pourrait lui par contre avec une bonne forme peut-être sortir en costaud si les équipes ont été fatiguées au préalable. Alors les zones de vent occasionnent de sacrés, on va dire, on est dans la bourrasque, tout simplement. À des moments, on est à 40-50 km/h de vent, donc c'est assez terrible à vélo. Mais il y a quand même des échappés, voilà, qui ont réussi à construire une avance plutôt solide. Mais bon, on ne se fait guère d'illusions sur ce qui va se produire à la fin. À la fin, ce sera quand même sûrement un sprint entre costauds. Alors la Visma Lease a Bike est bel et bien contributrice à l'avant, hein, de gros efforts. On a également, c'est pas très étonnant, hein, les Alpecin de Koenig qui sont bel et bien là. Et puis il y a un moment donné quand même où je me dis qu'il faut rouler. Alors tant qu'à faire, il a eu une période très faste juste avant, sur les épreuves qui se déroulaient notamment en Italie. Battistella peut effectivement ici faire le sacrifice, on va dire, des efforts qui lui restent, des capacités de barre qui lui restent, et puis après, le tout, ça va être de jouer ici stratégique, de lancer au bon moment, c'est important, et peut-être d'essayer de jouer la victoire aujourd'hui pour Kesbol. En tout cas, c'était un petit peu l'idée dans laquelle j'étais. Alors, c'est parti, on voit un train ici pour emmener Dainese à gauche, mais notre train se comporte plutôt pas si mal que ça, et vous voyez, ça s'est énormément réduit avec ces zones de vent successives, ça a enlevé beaucoup d'équipiers, et on n'a plus qu'une trentaine de coureurs maintenant qui sont concernés pour la gagne de Bruges-la-Panne, donc moi je trouve que là on est bien positionné. On est bien positionné, il nous reste même de la barre. Je regrette simplement qu'il nous reste aussi peu de barres tout de même. Mais ça, c'est lié aux formes du jour notamment. Allez, par contre, il faut lancer parce qu'il y a quelques virages dans le final ici. Et les virages neutralisent l'effort. Donc, il faut absolument lancer. Je pense qu'il aurait fallu lancer avant cela, déjà, pour pouvoir s'imposer. On va perdre derrière Dainese, derrière Philipsen, derrière Wout van Aert, et on va pas pouvoir faire mieux qu'une place d'honneur à la 9e, hein, donc ralenti est plutôt évocateur. Dainese magnifiquement emmené aura eu
la vitesse nécessaire pour s'imposer. Et nous, on est un peu gros gens comme devant, mais c'est pas grave, c'est une expérience. Il fallait lancer plutôt que cela. La E3 Saxo Classique est une course qui, sur le papier, pourrait nous réussir avec Asgreen, avec Battistella, non pas trop, Bettiol, hein, voilà, donc 2 cartes principales, à moins que Ballerini ou Boll soient dans une forme exceptionnelle, et à ce moment-là, on peut les emmener au sprint, parce que ce variant n'est pas tout à fait propice à ce que l'écrémage se fasse de sorte à éliminer les sprinters. Donc quelqu'un qui à la limite ne prendra aucun risque suivra les tout meilleurs, à savoir Pedersen, Van Aert, Philipsen, eh bien en fait peut avoir peut-être gain de cause à la fin, peut gagner, tout à fait. Donc moi j'ai pas le sprinter vraiment ad hoc pour cela, donc il faut miser sur on va dire une course solide, sérieuse, puis un peu de ruse sur la fin pour essayer d'être malin et attaquer au bon moment, qui sait, comme je vous l'ai déjà proposé par le passé, même dans le final d'un Tour des Flandres, avec un coureur inférieur en valeur absolue à ses concurrents. Donc les 3 équipes que j'ai évoquées en citant les 3 favoris, donc la Visma Lease Bike, Lidl Trek et Alpecin de Koenig, font le boulot. Elles se partagent vraiment bien le travail, et objectivement, on n'a pas vraiment la place pour intervenir d'une quelconque façon. Il y a une sorte d'écrémage qui se fait, mais un écrémage avec 60 coureurs. Hein, donc ça veut dire qu'il reste encore tous les équipiers Visma Lease Bike, il reste encore un certain nombre d'équipiers de Pedersen, etc., etc. Philipsen est bien au chaud, il est calé, lui il attend le sprint. Et puis on verra un peu de quelle manière est-ce qu'on pourrait choisir des roues. Moi j'ai quand même, avec une forme à +1 pour Battistella, choisi ici peut-être de le protéger et d'essayer de voir si dans le final il ne pourrait pas jouer un petit rôle. Donc là on va arriver au moment déjà décisif, si j'ose dire. Premier moment en tout cas crucial, pas décisif, c'est le Paterberg. Donc il y a cet enchaînement dans le sens contraire par rapport au Tour des Flandres, où vous avez Paterberg qui permet déjà de se positionner. Il y aura forcément cassure à l'issue de cette petite ascension, mais très violente, et enchaînement derrière avec le vieux Quarmont pour, à mon avis, une grosse vingtaine de coureurs à l'arrivée. On va essayer là encore de rester assez groupé. On va économiser aussi Fedorov dans la roue pour qu'il puisse jouer un rôle ensuite, parce qu'après il peut y avoir quelques attaques qui fusent de part et d'autre. Vous voyez, Visma, ils sont les mains en haut du guidon. Ils ont pas peur du tout. Thibaut Nys est le 3e homme fort du côté de la Lidl Trek. Et nous, on s'accroche un petit peu comme on peut. Bettiol est dans une mauvaise forme. Il est en transition là entre, on va dire, Strade Bianche et Tour d'Italie. Donc forcément, pour lui, c'est pas le moment le plus facile. Mais il en est de même pour la relative majorité de mes coureurs, à l'exception, par exemple, de Kasper Asgreen, qui lui, par contre, a ciblé cette période-là du calendrier. Donc on demande ici à Fedorov de rouler sur les quelques courageux qui ont tenté leur chance, mais un peu trop loin de l'arrivée, à mon sens. Turgis, Del Grosso, entre autres. Del Grosso, il est vraiment émergent. J'ai remarqué qu'il était assez présent dans les courses en cette saison 2025. Et puis ensuite... vous avez ici un petit jeu de positionnement. Il faut attendre d'être à 17,9 km de l'arrivée pour pouvoir postuler à prendre des roues. Donc les 3 roues, elles sont clairement identifiées. Pour moi, l'immense favori, ça reste quand même Wout van Aert. Donc roue de Van Aert pour Asgreen à venir. C'est pour ça que j'essaye de verrouiller, mais je n'aurai pas la caisse avec Fedorov pour verrouiller jusqu'au bout. Ensuite, il faut absolument que Battistella et Bettiol prennent respectivement, et peut-être dans le désordre, les roues de Philipsen et de Pedersen. On voit qu'ici, Van Aert a attaqué. Sinon, c'est impossible à suivre, en fait, ces fins de course, si on n'a pas choisi des roues. Donc, vous voyez là, voilà, ça commence à s'exciter sur la plaine. Et puis, on n'est pas forcément mal situé, avec
3 hommes dans le groupe de tête qui a des chances d'aller au bout. On est à un petit peu moins de 5 km de l'arrivée, me semble-t-il. Oui, 10 km pardon, de l'arrivée. Et réaccélération des uns, des autres. On voit Van Barle et les autres Visma qui essaient de maintenir un tempo assez élevé quand Van Aert n'attaque pas. Mais regardez, Bettiol dans la roue de Pedersen a pu suivre l'attaque du Danois. Et ça sent peut-être le bon coup ici avec Pedersen, mais à Bettiol qui ne fait aucun effort dans la roue. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir, on va dire avec malice, proposer une fin heureuse. Mais ouais, Pedersen est malin, il se relève. Oh le vilain. Il reconstitue un petit peu sa barre rouge pour pouvoir sprinter. Et là, bah, moi, je suis Grosjean comme devant. Parce que s'il avait tout donné, il n'y avait plus qu'à récolter les fruits. Donc on lance avec Battistella pour essayer d'obliger les autres à réagir. Et regardez, Pedersen, trop facile. Juste trop facile. Je suis content que ce soit lui qui gagne et pas Philipsen. Parce que pour moi, la Lidl Trek mérite, là où la Alpecin-Deceuninck ne mérite rien du tout ici. Donc ça aurait été vraiment du pur opportunisme. Nous, on s'est accroché aux branches, on est faible, ma foi. On a fait ce qu'on a pu. Mais la victoire pour Mats Pedersen, elle est juste magnifique, méritée. Wout van Aert aurait pu aussi y postuler, faut être très franc, mais n'a pas eu l'explosivité nécessaire à la toute fin de ce Grand Prix de l'E3, désormais donc E3 depuis quelques années, E3 Saxo classique. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau pour nous, on fait 4e, et on va essayer de faire mieux 2 jours plus tard du côté de Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem est une course parmi celles que j'ai le plus de plaisir à disputer chaque année sur PCM, parce que j'adore le côté rude de cette course qui se termine tellement souvent par des attaques successives, et on a moyen aussi de piéger l'adversaire, et je trouve que c'est assez intéressant, avec des coureurs, on va dire, à forte qualité de résistance, on va dire, et endurant, ça peut être très très sympa. Le seul truc, c'est que il faudrait aussi avoir des qualités de sprint, sauf si on souhaite arriver tout seul. Donc on va voir si on arrivera à contourner cette difficulté-là. Donc la forme du jour me commande certaines adaptations, c'est-à-dire que par exemple nous ne pourrons pas jouer pour Boll, et on aura très certainement du mal à jouer pour Bettiol. Donc autant les utiliser d'une manière, on va dire, à ce qu'ils soient utiles à d'autres. Alors lesquels, assez spontanément, Casper Asgreen sera vraiment le leader naturel. Et puis, peut-être que Ballerini tout de même peut tirer son épingle du jeu. On sait qu'il a de grandes qualités. Vous avez vu, les zones de vent ont fait de gros dommages. Et c'est ainsi qu'on a déjà le peloton qui est très très réduit, ça a été incroyable. Les zones de vent ont fait leur boulot, mais il aura fallu quand même un certain temps, une certaine usure. Alors du coup, moi après, ce que je vais m'attacher à faire, c'est rouler avec Battistella, qui a ce rôle, je le disais précédemment, ce rôle un petit peu d'équipier de luxe qui se sacrifie sur en tout cas le début de ces Flandriennes. Peut-être qu'il aura son mot à dire à un moment donné, mais on le sacrifie. Et les autres l'ont tellement aidé auparavant que c'est aussi à son tour d'aider les autres. Et puis Battistella, c'est quand même un gros moteur, il permet de rouler pendant assez longtemps. Mon objectif, c'est évidemment de faire en sorte que de l'arrière, ça ne revienne pas. Donc comme ça, on peut éliminer les gens qui ont été piégés par les zones de vent, d'une part, et puis tout de même aussi exercer une forme d'emprise sur le peloton pour éliminer certains équipiers. Vous voyez, à ce moment-là, on a déjà qu'une 60aine d'hommes, mais c'est encore un peu accroché. Et puis j'ai ce moment un petit peu regrettable où Battistella crève au moment où j'avais demandé à Boll d'effectuer une partie du travail, ce qui veut dire qu'on va être obligé peut-être de l'attendre, faut pas rigoler non plus. Il a encore quelque chose à donner, Battistella. Du coup, c'est bon, on va réussir à l'attendre. Le gars va réintégrer le peloton. Il a encore,
je le disais, des petites choses à faire, que ce soit en protection ou bien pour essayer de rouler fort. On est 80, ça n'a pas changé là depuis une trentaine de kilomètres, mais ça ne devrait pas trop tarder à se réduire parce que les monts reviennent et on va ici demander à Fedorov, entre autres, de rouler le plus fort possible. On se place aussi, ça c'est une habitude sur PCM, toujours très très proche de l'avant sur les secteurs pavés, notamment surtout les secteurs pavés montants, pour ne pas être piégé parce qu'on sait qu'il y a moyen de se faire tasser sur le bord. Et Ballerini a crevé, mais finalement il y a peu d'impact. On voit que la Visma Lease a Bike est très très présente pour Wout van Aert, très probablement. Attention, il y a quand même Van Der Poel en plus par rapport au GPE3 juste avant. Pedersen est toujours là, il faut compter avec lui. Il faut toujours se méfier de ces démons que sont Van Aert, Pedersen et Van Der Poel. Même si, vous voyez, c'est une course que Alpecin de Koenig aurait pu aussi décider de jouer pour Philipsen, très probablement. Je trouve que, en tout cas, ce serait la meilleure stratégie, mais ce ne sera pas forcément le cas. Et donc, on sacrifie à son tour Alberto Bettiol, parce que l'ami Bettiol n'a quand même pas la possibilité de gagner, je pense, ce jour-là. Et c'est ainsi que finalement, imperceptiblement, on va aller vers ce qu'on connaît, c'est-à-dire un final complètement électrique, avec des gens qui lâchent comme ça dans les 20-30 derniers kilomètres, comme à l'instar de Fedorov, de Bettiol, d'autres équipiers des leaders. Et puis, Philipsen, on le voit, est encore présent. Attention, j'ai peut-être parlé trop tôt en disant que la Alpecin de Koenig ne jouait pas peut-être suffisamment pour lui. On est à 9 km de l'arrivée, ça s'observe. C'est le moment peut-être de planter une banderie, ou alors on essaye de miser sur notre solidité pour prendre une roue. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait, regardez. J'ai pris, de mémoire, j'ai pris Pedersen et j'ai pris aussi Van Der Poel. Et au moment où Asgreen tente un petit peu sa chance, je vois qu'il en reste beaucoup trop d'énergie chez les autres. Contre-attaque par contre très intelligente de Stuyven. Alors sur Asgreen, tout le monde est roulé. Sur Stuyven, personne n'a réagi. Ça fait plaisir, mais bon, non, je dis ça, mais après ça revient tout de même. Regardez, au train, on voit que il en restait pas non plus beaucoup sous la pédale pour Jasper Stuyven. Et tout le monde est très très fatigué. On est à moins de 3 km de l'arrivée désormais, et le sprint entre ces 11 paraît relativement inéluctable. Attention, on va passer sous la flamme rouge. C'est peut-être le moment de déclencher. Pedersen ne s'y trompe pas et va comme ça clore les débats de manière très autoritaire. Voilà, victoire de Mats Pedersen devant Ben Turner, Florian Vermeersch, et nous on fait 4 et 5. Donc on aura été assez actif, on aura tenté des choses, on aura surtout tenté via nos équipiers, et puis à l'arrivée on est un petit peu récompensé tout de même, mais le grand vainqueur, j'ai l'impression que c'est toujours le même dans cette partie. C'est quand même assez incroyable. C'est toujours Mats Pedersen, voilà. Il avait gagné de manière incroyable sur les Flandriennes l'année précédente, et cette année, il recommence. Il est déjà à 2 sur 2 sur celle qui compte le plus. Donc, chapeau bas. Il est déjà temps de mettre un terme à cet épisode. En attendant le suivant, qui arrivera dans moins longtemps, je peux quand même le garantir. Je vais vous dire 2 mots à ce sujet-là dans un instant, juste pour constater un petit peu l'état des troupes après le Tour de Catalogne et après les Flandriennes. En tout cas, la première partie, puisque arrive le Dwars door Vlaanderen et surtout le Tour des Flandres. Donc là, on rigole pas. Ce qui est à noter, c'est que Lutsenko est quasiment sur le point d'obtenir le pic qui était prévu pour lui sur le Pays Basque et sur les Ardennaises à venir. Donc on est raccord par rapport à nos projets. Pour ça qu'il était un petit peu en dilettante sur ce début de saison, avec seulement 3 victoires, dont une quand même à l'instant. Merci, bravo. Et puis sinon, voilà, donc il sera, je l'ai dit tout à l'heure,
bien soutenu parce que Tejada et Lopez seront encore sous pique. Je pense qu'Aranburu le sera également. Donc ouais, cette victoire m'a fait quand même assez plaisir, je dois le concéder, cette victoire à Loporte au sommet. Justement, alors donc en parlant d'Aranburu, il n'a pas encore de victoire cette saison. Ça par contre, ça me chiffonne. Donc ce sera une des priorités du Tour du Pays Basque au prochain épisode, que d'essayer de lui faire gagner une étape. Ça devrait se faire, d'ailleurs c'est déjà fait dans la réalité. Aranburu s'est déjà imposé, on connaît les profils favorables à ce coureur, donc il va falloir essayer de jouer en fonction de ça. Mais je jouerai peut-être aussi pour la gagne, au général, on verra. On verra si c'est faisable ou pas, je ne l'ai pas encore démarré. Et puis, sinon, vous parlez un petit peu du reste de l'équipe. Donc, on le sait que cet objectif du Giro est ultra fondamental et pour moi passe même bien avant Paris-Roubaix, qui est le prochain objectif sponsor. Le Giro, c'est vraiment l'endroit où j'ai pas envie qu'on se rate. Et j'ai envie aussi de pouvoir vous proposer un variant convenable qu'on a mis au point avec mon acolyte qui m'avait déjà préparé de jolis variants que je vous avais proposés précédemment dans cette saison. Asgreen aura donc une mission très très délicate sur Paris-Roubaix, mais il sera sous pic de forme. Mais il sera, pour ainsi dire, le seul candidat sérieux dans notre équipe à une belle place, parce que Ballerini, d'une part, mais aussi Battistella ou bien même Alberto Bettiol sont déjà en construction de pic pour le Giro, donc il n'y a pas possibilité de déroger à ça. La saison a été conçue comme cela, et on savait déjà que sur Paris-Roubaix ce serait très compliqué. La faute à des objectifs sponsors un petit peu conditionnés, et sur lesquels par contre je n'ai rien pu éditer, et puis quelque part, tant mieux de ne pas pouvoir éditer. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à sortir cet épisode ? Premièrement, pour une raison d'impossibilité pour moi d'installer le variant prévu. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, je pense connaître un petit peu la procédure, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était très très étrange de ne pas pouvoir faire les choses comme d'habitude, c'est-à-dire sans éditer via FastPCM, bien sûr, mais plutôt en allant retoucher les bons fichiers dans le bon dossier du jeu, en tout cas dans la WorldDB, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, c'est ça la base du jeu, d'une part. Et puis après, il faut quand même admettre que d'autres jeux m'ont occupé, quand j'en avais le temps en tout cas, par le boulot, et c'est vrai, des jeux quand même un petit peu mieux faits, comme Civilization 6, je sais que le 7 sort dans quelques jours, mais aussi évidemment NBA 2K qui apporte son lot de frustration comme PCM, mais quand même apporte un lot de satisfaction bien supérieur dans la majeure partie des cas. Voilà, donc ajoutez à ça que j'ai un genou en vrac et que j'arrive quasiment plus à m'asseoir à mon bureau, mais ça, voilà, c'est pas grave, ça va se régler. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une magnifique saison cycliste à tous. J'espère vous proposer un épisode très bientôt sans attendre le même délai que la fois précédente. Allez, au revoir, bye.